Bonjour à tous pour ce 5e séminaire de notre cycle de conférences sur les infrastructures sociales dans la ville post-Covid. Je suis Geoffrey Grulois, comme vous le savez déjà, donc j'étais présent au séminaire précédent. Je suis de l'Université libre de Bruxelles et membre du Metrolab. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Yvain de l'agence Alphaville. Alors, je suis avec mon collègue Benoît Moritz, à qui je laisserai la parole juste après, et Mathieu Berger nous rejoindra. Mathieu et Benoît sont les copilotes, si je puis dire, du cycle ou de la thématique Urban Inclusion, dans lequel est compris ce séminaire notamment. Alors, donc, avant de donner la parole à Benoît, je voudrais peut-être rapidement revenir sur les 4 séances qu'on a eues précédemment. Comme ça permet aux auditeurs qui n'étaient pas là d'avoir une idée de ce qu'on a discuté. Peut-être que ça permettra d'orienter aussi un peu les discussions qu'on aura ensuite avec Bruno Yvain, sachant qu'on a eu des disciplines très différentes qui ont été représentées et qui ont permis des discussions, je dirais, réellement transdisciplinaires. Alors, le point de départ du séminaire, c'était le premier, donc la première intervention qu'on a eue, c'était le 17 novembre, donc avec le sociologue américain Eric Klinenberg, qui était celui qui a introduit d'une certaine manière la thématique des infrastructures sociales et qui est revenu sur le rôle que ces infrastructures sociales peuvent jouer en temps de crise, notamment pour des populations fragiles. Il a notamment beaucoup parlé, je dirais, du rôle des bibliothèques publiques ou des centres culturels durant la vague de chaleur de Chicago de 1995 ou aujourd'hui en rediscutant notamment de ce qui s'est passé avec la pandémie et la crise sanitaire aux États-Unis. La semaine suivante, le 24 novembre, nous avons eu la chance d'accueillir l'architecte Marc Pimlott de l'Université technique de Delft. Marc a partagé avec nous sa très longue recherche, sa recherche approfondie sur la question des intérieurs publics. Et donc, dans une très belle intervention, avec une très belle discussion ensuite, on est revenu sur le rôle que ces intérieurs publics ont joué au cours de l'histoire, mais on a également abordé le rôle de ces intérieurs publics aujourd'hui pendant la crise sanitaire et la pandémie. Nous avons eu ensuite le 15 décembre donc une intervention de la professeure urbaniste Maria Chiara Tossi de l'université IUAV de Venise. Maria Chiara nous a parlé de ce qu'elle-même nomme les welfare space, donc ces réseaux, je dirais, d'espaces ouverts qui permettent la sociabilité, qui d'une certaine manière connectent les différents équipements publics dans nos métropoles et nos territoires européens. Maria Chiara a notamment montré comment ils pouvaient constituer ce qu'elle appelle les excipients de nos socialisations. Enfin, mardi dernier, nous avons reçu la philosophe Céline Bonico-Donato de l'école d'architecture de Grenoble, donc, qui est revenue sur la question des lieux publics et du rôle de ces lieux publics dans une intervention, je dirais, plus théorique par rapport à nos modes d'existence et nos modes d'interaction. Elle s'est appuyée notamment, pour citer quelques éléments de sa présentation, sur la notion de biopouvoir de Foucault pour montrer à quel point ces lieux publics étaient d'une certaine manière pouvaient être mis en danger par rapport aux mesures sanitaires qui sont prises aujourd'hui. Voilà, comme ça donne un petit panorama de ce que nous avons déjà fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on va arriver dans des choses de plus en plus concrètes. Donc, je laisse la parole à Benoît Moritz pour présenter notre orateur Bruno Yvain. Bonjour à toutes et tous et merci Bruno d'être avec nous pour ce 5e séminaire. C'est un plaisir de pouvoir t'accueillir. Donc, comme l'a expliqué Geoffrey, la séquence des séminaires, je dirais quelque part, le fil conducteur, ça a été plutôt d'aller de la réflexion vers la pratique, de la réflexivité vers l'opérationnalité, si on peut dire. Et voilà, il y a l'intervention aujourd'hui de Bruno Yvain, qui est quelqu'un qui travaille sur des aspects de programmation. Il nous semblait important à un moment donné aussi de retomber sur des aspects plus concrets. Et on terminera le cycle, hein, donc la semaine prochaine, si je me souviens bien,
avec une intervention plus politique de représentants de la région. Alors, sans tarder, juste pour présenter Bruno Yvain, donc quelques éléments. Il est urbaniste et programmiste. Il est associé au sein de l'agence parisienne Alphaville, qui est une agence d'urbanisme spécialisée en programmation au service du projet territorial, architectural et projet urbain. Leur pratique est à la croisée de plusieurs postures et disciplines, prospective territoriale, géographie, dynamique socio-économique et socio-démographique. Abordant les missions qui sont confiées sur la triple approche du programme, de la prospective et du projet, Bruno Yvain revendique un intérêt pour l'action publique et un urbanisme programmé. Alors, l'agence de Bruno Yvain Alphaville, elle est également active sur de nombreuses missions en France, mais également en Belgique, pour en citer quelques-unes. Donc, une intervention sur la rue de la Loi, le projet urbain Loi, une étude de programmation sur les sites de Delta. J'ai également en mémoire une étude réalisée à Liège sur le site de Tivoli, à la place Saint-Lambert, un accord cadre pour le bureau économique de la province de Namur. Donc Bruno est quelqu'un qui est également familier des réalités belges. En termes d'enseignement, il est maître de conférences associé au département du génie urbain de l'université Gustave Eiffel. Personnellement, à l'ULB, nous côtoyons également Bruno Yvain dans l'enseignement du master en management territorial et développement urbain Auguste Cadore de Charleroi, ainsi qu'il enseigne également au sein du cycle d'urbanisme de l'école urbaine de Sciences Po Paris, dont il est par ailleurs ici. Donc son intervention aujourd'hui, elle portera plus spécifiquement sur la programmation des équipements publics et crise sanitaire, la programmation de ces infrastructures sociales à l'épreuve de la contagion. Et donc Bruno, nous te cédons la parole et nous venons d'accueillir également notre collègue Mathieu Berger. Merci Benoît, merci Geoffrey pour cette introduction. Alors, je vais commencer par les traditionnels. Est-ce que vous m'entendez? Et est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Voilà. Donc voilà, moi je suis ravi d'intervenir dans le cadre de ce séminaire. J'en ai suivi quelques-uns, tout du moins des extraits sur le site dédié du Métrolab. Et donc je comprends tout à fait l'idée d'atterrir progressivement sur du concret, sachant qu'effectivement, moi je ne suis pas très académique, hein, je suis avant tout un praticien, même si j'ai une activité d'enseignement assez développée. Donc là, ce que je vais vous dire là est vraiment, je le dis de là où je me trouve, c'est-à-dire une position de praticien engagé dans des processus de fabrication urbaine, que ce soit à l'échelle urbaine, justement, dans les problématiques d'aménagement, mais aussi à l'échelle architecturale, puisque je vais pouvoir le développer. La programmation se développe sur ces deux échelles. Donc, je pense que c'est important que je commence rapidement, peut-être, par préciser ce qu'est la programmation, en tout cas la façon dont nous, on aborde cette notion-là au sein de l'agence, et aussi dire ce que c'est un programmiste, parce que ça ne va pas forcément de soi. C'est peut-être pas quelque chose qui est très développé en Bruxelles, en Belgique et ailleurs. Et en France, il y a parfois une certaine confusion sur l'acception même de cette notion de programmation. Donc voilà, ce que je vous dis là n'a pas de valeur totalement universelle. C'est plutôt la façon dont nous, au sein de l'agence, on s'approprie cette notion-là. Donc pour nous, c'est relativement clair. On est vraiment sur une position un peu rotulienne comme ça dans la fabrication de la ville et même de l'architecture, hein, quand on applique au bâtiment. Et on est précédé par la planification qui émet les grandes visions et ambitions publiques sur un projet donné. Et on est là pour se saisir de ce que raconte le planificateur. Et en ce sens, on est quand même très connecté aux politiques publiques, et donc la programmation est une affaire évidemment d'intérêt général et d'intérêt public. Et ensuite, cette programmation, elle est transformée ou intégrée dans le cadre de la mise en œuvre, qu'on appelle donc les opérations,
pour fabriquer ce qui a été programmé plus tôt. Donc, évidemment, par rapport au sujet du jour, on a encore assez peu de recul sur ce que nous apprend cette contagion ou cette pandémie et sur la façon dont ça va bousculer ou réinterroger nos pratiques. Mais en tous les cas, la programmation est probablement le bon étage pour essayer d'anticiper et d'intégrer de manière un peu prospective ces différentes perturbations. Et effectivement, la pandémie, à ce titre, est une perturbation plutôt sévère. Alors, vous dire aussi que, voilà, ça c'est des extraits du book, hein, c'est pas révolutionnaire, mais ça vous montre qu'on a une approche, en tout cas fondée sur les fonctions à l'échelle urbaine. Donc, c'est cette espèce de schéma de droite là, avec les deux fonctions principales que sont l'habitat et l'activité. Et on essaye d'intégrer ça dans une logique un peu systémique, puisque évidemment développer ces deux fonctions-là, qui sont les fonctions mères de la ville, on va développer des aménités, des équipements et des services pour accompagner le développement de ces deux fonctions. Donc voilà, on a un regard à la fois fonctionnel, mais qu'on essaie d'intégrer sur une logique systémique. Et dès qu'on parle de système, on est fatalement obligé aussi de s'intéresser à l'espace et au territoire. La programmation, c'est pas cette discipline à rasoir qui consiste à empiler des données et des tableaux. Ça peut aussi être très voisin et très complice de la démarche de projet urbain ou architectural. Donc c'est l'étage de gauche, là, donc la question de la géographie, des sites et des situations. Évidemment, la question des accès et de la mobilité, on va en reparler, est fondamentale. Et tout ce qui est gestion aussi du territoire, la question des risques, mais aussi la question de la gestion des équipements, puisque programmation et gestion à l'échelle architecturale sont très très liées. Et puis également à droite, la dimension économique, c'est évidemment fondamental de pouvoir programmer des projets qui sont intégrés dans une certaine réalité économique et territoriale. Et puis le quatrième aspect, qui est évidemment chapeau de tout ça, c'est la question de la prospective et de l'innovation. On verra, on pourrait un peu digresser peut-être sur la question de l'innovation dans les équipements publics ou les infrastructures sociales, mais c'est évidemment un sujet un peu d'échec, puisque c'est intéressant toujours de se dire que la programmation est une démarche qui permet peut-être d'avoir un coup d'avance dans ce qui va se passer. Alors, on est très la tête dans le guidon hein, au quotidien. On travaille beaucoup pour des maîtres d'ouvrage publics, un peu moins pour des maîtres d'ouvrage privés, mais on essaie de prendre aussi le temps de réfléchir et de prendre un peu de recul et de capitaliser un peu tout ce qu'on fait. Donc là, on a sorti l'an passé une publication qui est le reflet de ce qu'on fabrique ou projette au quotidien, mais qui a pour ambition de prendre un peu de hauteur. Et donc cette publication, elle portait sur l'école, puisque c'est un sujet qu'on croise beaucoup dans nos différents projets, et abordé sous l'angle ou la triple approche des prospectives programmes projets, ce qui nous anime un peu, et évidemment qui fait l'aller-retour entre l'échelle territoriale, urbaine et architecturale, puisque c'est aussi ce qui nous caractérise. Donc tout ça pour dire que l'école, c'est un sujet que l'on connaît bien et qui nous intéresse beaucoup, et pas seulement au regard de ses fonctions primaires, mais aussi par rapport aux évolutions possibles de ce bâtiment un peu emblématique, et ça j'aurai l'occasion d'y revenir en présentant quelques projets un peu parlants là-dessus. Alors dire aussi qu'on est sur un héritage, on n'est pas forcément dans une invention permanente. Évidemment l'école de Chicago, et puis après plus tard ce qui a été prévu ou produit aux États-Unis sur notamment l'unité de voisinage nous intéresse beaucoup, puisque ce schéma de l'unité de voisinage de Perry qui date des années 30 ou 20 montre des choses qui nous sont très familières et qui nous servent beaucoup de repères dans ce qu'on travaille. Donc c'est la question du quotidien et de la proximité, évidemment, ici qui est représentée par l'Église, mais aussi par le centre communautaire et puis l'école, et la mise en relation des usagers et de la programmation et du programme, avec derrière la question de la masse critique. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ces unités de voisinage étaient conçues selon le principe de la distance, mais aussi par rapport à un nombre d'habitants qui dimensionnait l'école et qui fabriquait ces espèces d'unités qui étaient développées ensuite derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui nous, par rapport à cette question du quartier, qui est très prégnante hein, dans
cette période un peu troublée où effectivement les déplacements sont limités. Évidemment, ce schéma-là et ce principe d'organisation-là et de la programmation retrouve aujourd'hui une résonance tout à fait particulière. Alors ça aussi, derrière, ça a été mobilisé par les services de l'État français au moment de la reconstruction et plus généralement du déploiement des grands ensembles à partir des années 60. Donc avec un certain monsieur Dupont qui face à l'échec des premiers grands ensembles et notamment de l'oubli assez certain du cadre de vie et des équipements et des services en particulier, a mis en place ce qu'on appelle la grille du pont, et qui était simplement une mise en relation un peu normée du nombre d'habitants et des services à déployer. Et vous voyez que ici, il distingue le groupe résidentiel, l'unité de voisinage, le quartier et l'arrondissement, donc représenté par ces points, et que plus on est sur un périmètre large et plus on a d'habitants, plus les équipements qu'on peut y développer sont rayonnants, et qu'au contraire, plus on est sur une unité plus petite, on a des équipements de moins d'importance, mais qui sont tout aussi importants au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez marquant et qui a un peu structuré à la fois l'ingénierie de l'État français et la naissance d'une démarche de programmation qui s'est consolidée au fil des années, jusqu'aux années 80, j'y reviendrai. Donc bon, il y a deux échelles qui nous animent. C'est la première, évidemment, l'échelle urbaine. Donc on est beaucoup mobilisé sur ce qu'on appelle, nous, des opérations d'aménagement, c'est-à-dire des périmètres opérationnels au sein desquels un aménageur intervient pour le compte d'une collectivité et met en place un programme de construction, donc généralement du logement ou de l'activité. Et ici, on est à Bordeaux, enfin, on est au sud de Bordeaux, juste au sud de l'opération de Atlantique au niveau de la gare, donc c'est la commune de Bègles. Et ces deux cartes mettent simplement en parallèle ou en regard à la fois à droite un maillage existant d'infrastructures sociales et publiques, et à gauche des secteurs de projets qui vont transformer, ou en tout cas d'un point de vue démographique, cette ville de Bègles, puisqu'il était question d'encadrer une croissance d'à peu près 15 000 habitants supplémentaires dans les 20 prochaines années. Donc évidemment, mettre en relation ces deux paramètres nous montre à quel point il est important déjà de pouvoir s'appuyer sur les équipements existants et puis de prévoir les compléments à apporter. Donc cette question de la programmation, elle s'envisage évidemment à l'échelle ici communale, sachant que les communes en France, vous savez qu'il y en a 36 000, même si on essaye de les fusionner aujourd'hui, et que les communes restent des maîtres d'ouvrage privilégiés dès qu'on va parler d'équipements publics. Il y a encore assez peu de transferts, notamment sur les équipements de proximité, vers les intercommunalités ou les métropoles. Alors, ce métier ou cette démarche, elle a été très encadrée, notamment à l'échelle architecturale, par une loi en France, qui est la loi MOP, qui institutionnalise d'une certaine manière la démarche de programmation et qui précède les démarches de conception. Donc, cette loi, elle est obligatoire pour les bâtiments publics qui représentent un certain investissement. Et on a beaucoup développé de concours en France, et les concours ont été très médiatisés, mais c'est vrai qu'avant ces concours, il y a cette phase de programme qui consiste à la fois à traiter les questions d'opportunité et de faisabilité dans une phase plus amont, et dans une phase plus aval, à recueillir les besoins du maître d'ouvrage et à les consigner sous la forme d'un programme qui est ensuite remis aux différents concepteurs qui s'engagent dans ces concours. Donc ça a permis à la fois l'émergence d'un métier, une certaine légitimité institutionnelle, et puis le développement d'une pratique issue historiquement des services de l'État, et puis qui s'est ensuite développée vers le privé. Bon, je ne vous fais pas l'histoire, mais c'est important d'avoir ça en tête comme repère. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que la programmation, finalement, on la voit assez peu, c'est une démarche assez invisible, à l'inverse des panneaux de concours ou des rendus de concours. On a tous vu ou assisté à des concours d'urbanisme ou d'architecture, et on voit très bien le langage et les médias qu'elle mobilise. Pour le programme, c'est souvent à la fois plus ingrat, mais tout aussi essentiel. Donc,
on a un vrai travail sur la question de la taille ou de la surface, à la fois du bâtiment dans sa globalité, mais aussi des différentes unités fonctionnelles. Donc voilà, un programme d'école, ça peut donner ça. Donc c'est les différents espaces regroupés par unité fonctionnelle et qui sont chiffrés pour ensuite être, définis en termes de surface pour ensuite être chiffrés par un économiste. Et ces surfaces, unités fonctionnelles ou espaces sont ensuite précisés de manière un peu spatiale sur ce qu'on appelle un schéma fonctionnel ou un synoptique fonctionnel, et qui est une indication sur la mise en relation de ces différentes typologies d'espace que vous voyez là, puisque vous avez à gauche les maternelles en rose et à droite les élémentaires en bleu, et puis un certain nombre de sous-espaces ou d'espaces supports qui servent aux deux ou qui servent à faire fonctionner tout simplement l'établissement. Et puis évidemment, il y a derrière la question du site, puisque les sites sont déterminés à l'avance lors de ces démarches de programmation, et que quand on est associé à une opération d'aménagement, en général, un urbaniste coordonnateur s'occupe de travailler la fiche de l'eau qui est reversée au programme. Alors, donc, après avoir brièvement présenté ce que je faisais et ce qu'on faisait au sein de cette agence et la façon dont on s'appropriait cette notion relativement floue de programmation, malgré son encadrement récent, pour atterrir sur le sujet, c'est effectivement une réelle épreuve, c'est le titre de l'intervention. Et ce qu'ont vécu les équipements publics au cours de cette dernière année, puisque ça va bientôt faire un an, mine de rien, sont vraiment, le terme d'épreuve n'est pas du tout à minorer. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les équipements publics, alors je parle d'équipements publics et d'infrastructures sociales, pardon, c'est la même chose, hein. Je trouve que l'appellation infrastructure sociale est très, très bonne. Mais nous, effectivement, on a l'habitude de parler d'équipements publics quand on intervient. Et c'est vrai qu'il y a eu assez peu de débats sur les équipements publics. Il y a eu beaucoup de débats sur la question du logement, notamment dans les métropoles. Alors, c'est juste c'est pas pour faire de la pub à François Leclerc, mais c'est une intervention de François Leclerc dans le Moniteur, qui est la feuille de chou du PTP en France. Et effectivement, il y a eu beaucoup de débats sur la question de la taille des logements, sur la conception des logements, et sur le fait, ou sur le constat qu'ils n'étaient pas forcément adaptés à la vie cloîtrée et confinée, notamment avec la question du travail qui venait polluer aussi la question de la vie quotidienne dans ce logement. Et voilà, il y a eu quelques plaidoyers pour faire des logements plus grands, sur les communs, ou l'intérêt de développer des communs à l'échelle de l'unité résidentielle, dans la mesure aussi où on n'arrive pas, notamment dans les grandes métropoles françaises, à fabriquer du grand logement pas cher. Et aussi, d'un point de vue territorial, cette pandémie, elle a révélé le nouvel attrait ou le nouveau regard qu'on pouvait avoir pour les villes moyennes, pour désengorger et offrir des logements ou un cadre de vie redoublé à certaines populations des grandes métropoles. On a parlé aussi du bureau, de l'impact du télétravail. Il y a beaucoup d'études qui sont faites aujourd'hui sur ce qui va se produire en termes d'adaptation de la production d'immobilier dédié à l'activité, notamment en lien avec ce développement du télétravail, un peu forcé, mais qui va probablement cranter un peu les choses et qui va revoir les rapports qu'on peut avoir quotidiennement avec un bureau. Mais sur les équipements, finalement, pas grand-chose, si ce n'est effectivement le constat très émotionnel, notamment pour les professionnels de la culture, mais pas seulement, que ces équipements, eh bien, ils ont fermé pendant la pandémie, avec cette distinction effectivement un peu cruelle entre essentiel et pas essentiel. Et évidemment, c'est un vrai débat de considérer si ces équipements sont essentiels ou pas essentiels, on y reviendra. Et aujourd'hui, le débat sur les équipements, il est essentiellement gestionnaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas, à ma connaissance, forcément encore regardé de près ce que ça pouvait vouloir dire de programmer et de concevoir des équipements et infrastructures qui pouvaient s'adapter rapidement et efficacement à ces questions sanitaires tout à fait aiguës. Donc là, l'idée, c'est que sur la fin de la présentation, moi, je pourrais soulever quelques pistes qui seront, j'espère, à discuter. Mais le gros du travail n'est pas encore abordé et il faudra, bien évidemment, je pense collectivement, se pencher sur la question. Donc, ce qui est intéressant quand même dans cette affaire,
c'est que cette logique gestionnaire, un peu dans l'urgence, donc la question évidemment du nettoyage, la question de la séparation des flux, la question de la jauge maximale, qui renvoie à celle de la taille également, sont des questions qui émergent et qui ont montré aussi paradoxalement la difficulté d'adapter spatialement les équipements existants à ces contraintes-là. Et pour le coup, c'est un peu le centre du propos que je veux développer aujourd'hui, c'est que ces sujets-là sont des sujets qui, par ailleurs, ont été poussés dans des climats beaucoup plus apaisés et qui n'étaient pas forcément audibles, j'y reviendrai. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que cette pandémie-là, elle peut revoir certaines tendances qu'on observe dans la programmation et donc s'inscrire à rebours de ces tendances, notamment sur la question de la dimension des équipements, j'y reviendrai. Donc un peu classiquement, on peut considérer que cette pandémie, elle peut être utilisée comme une opportunité pour reconsidérer les infrastructures sociales et leur programmation. Si au moins elle peut servir à ça, c'est pas forcément plus mal. Et c'est ce que je le disais du point de vue du programmiste. Pour transformer cette épreuve en opportunité, il y a plusieurs sujets qui me semblent intéressants d'évoquer ici. C'est que effectivement, elle permettrait peut-être d'accélérer la mutation des pratiques et de rendre audibles des propos qui aujourd'hui sont pas forcément pris en compte dans des démarches classiques de programmation. Quand on parle de multifonctionnalité, quand on parle d'espace, quand on parle de confort, c'est des choses qui souvent résistent assez peu aux griffes codines de l'économiste. Donc voilà, cette volonté classique de bien concevoir les équipements, elle existe déjà et simplement elle est aussi aujourd'hui assez peu audible au regard notamment de considérations économiques. Donc cette pandémie, elle pourrait peut-être remettre au goût du jour ces combats permanents, mais finalement ces batailles aussi perdues assez souvent. Dire aussi qu'elles ont montré, ou elles montrent aujourd'hui qu'elles ont un rôle fondamental et quasiment invisible dans la société. On parle plus que jamais d'inégalité numérique, sociale. Et justement, l'équipement comme prolongement du logement est devenu aujourd'hui absolument essentiel si on veut s'en sortir dans un contexte par ailleurs métropolitain souvent où les logements sont de plus en plus petits et il y a certains ménages qui habitent dans des espaces extrêmement restreints. C'est aussi pour nous une façon de pouvoir rentrer un peu plus dans le concret, puisqu'il y a aujourd'hui une sémantique très communicationnelle, communicatoire, qui enveloppe ces questions d'équipement. On parle d'hybridation, on parle de mutualisation, on parle de réversibilité et d'agilité. Et dans les faits, il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis pour incarner et tester et donner à voir ce que peuvent vouloir dire ces slogans un peu vertueux. Et aujourd'hui, dans les faits, il me semble que ces mots-là que vous avez sous les yeux sont tout à fait adaptés aux problématiques d'adaptation ou de résilience de ces infrastructures vis-à-vis d'un fonctionnement en mode très dégradé comme on le vit actuellement. Et puis, il y a deux échelles à considérer. Évidemment, c'est la ville et le territoire d'un côté et le bâtiment de l'autre, les deux étant tout à fait indissociables. Et c'est donc à partir de cette partition-là que je vais vous présenter quelques projets sur lesquels on est intervenu, qui se sont mis en œuvre ou pas d'ailleurs. Il y avait des projets un peu gratuits qui n'avaient pas forcément vocation à atterrir, mais qui intègrent donc ou qui tentent d'intégrer ces réflexions-là. Là, on est à l'arrière de la Défense. Hein, vous connaissez la Défense avec l'Arche de la Défense, et c'est un grand territoire de recomposition de l'Ouest parisien, et avec une fabrication urbaine comme ça se fait beaucoup par fragments, c'est-à-dire des grandes opérations d'aménagement qu'on appelle des ZAC en France, hein, des zones d'aménagement concertées. Et puis là, on est sur ce grand segment à faire muter, bordé par une future gare du Grand Paris Express, et même une gare TGV, mais qui est un peu hypothétique, et avec cette poursuite initiale de l'axe historique, hein, puisque là, si vous allez tout droit, vous arrivez aux Tuileries, cet axe poursuivi ici par une opération qu'on appelle les terrasses, et donc un nouveau quartier ici, sur lequel intervient l'établissement d'aménagement, l'EPA Paris La Défense,
pour produire 4 000 à 5 000 logements sur ce secteur-là. Donc ça, c'est intéressant puisque vous voyez qu'ici, on est plutôt sur un tissu d'activités, quelques friches, et donc on est sur un territoire plutôt vierge en termes d'aménités, si ce n'est quelques équipements sportifs disséminés ici et là, mais on est sur quelque chose sur lequel tout est à raconter, en tout cas sur le couple habitat-équipement. Et donc, le maître d'ouvrage, qui est ici l'aménageur, nous demande de définir une programmation d'équipement en lien avec ce projet d'aménagement. Donc, le projet, il est là, il est dessiné ici. Vous voyez ici l'université de Nanterre. Vous avez ici le quartier qui se développe. Et donc, une réflexion sur ce fragment-là pour concevoir la programmation des équipements. Avec une première difficulté, évidemment, c'est qu'il est beaucoup question de périmètre. Et que on s'est habitué presque à vivre dans un périmètre, hein, que ce soit 5 minutes ou 1 kilomètre, et que ces périmètres dessinent des territoires vécus, que c'est aujourd'hui très appréhendé par les politiques publiques, hein, la ville du quart d'heure à Paris, la ville des 10 minutes à Bruxelles, et que en fait ces découpages opérationnels finalement coïncident souvent assez peu avec les réalités du territoire et des pratiques à venir. Donc, cette question de la programmation des équipements, elle a aussi un rôle à jouer vis-à-vis de ça, par rapport à leur implantation, et donc la question du maillage, mais aussi par rapport à l'appui possible sur ce qui existe déjà, en tout cas quand c'est présent, et que le déjà là vaut le coup d'être mobilisé. Donc, on avait passé beaucoup de temps à recenser l'ensemble des équipements de la ville de Nanterre, hein, puisque cette opération, qui est une opération nationale d'État, se déroule quand même sur un sol communal qui est celui de Nanterre. Et donc, on voulait comprendre, dans ces fameux diagnostics, quel était un peu l'état des forces en présence en termes d'équipement, et de comprendre la politique publique des équipements nanterrois. Donc, on avait passé quelques journées à fabriquer cette carte un peu exhaustive, et puis on s'était rendu compte qu'il y avait un problème de lecture et de clarté avec cette représentation. Donc, on avait inventé un nouveau langage pour essayer d'y voir plus clair. Et on a une distinction ici qui est très importante, c'est les types d'équipements, en tout cas tels qu'on peut les entendre dans le cadre des opérations d'aménagement, c'est-à-dire qu'il y a des équipements obligatoires, notamment les écoles, essentiellement les écoles. Les écoles, les communes doivent construire des écoles pour accueillir des élèves quand la population croît. C'est une obligation légale et très, très ancienne. Donc, dès qu'on fait des logements, la question de l'école, c'est la première qui est posée. Après, il y a des équipements nécessaires à la fois pour conforter l'attractivité résidentielle des opérations d'aménagement, et puis répondre aussi à l'évolution des modes de vie, notamment avec la montée en puissance des familles monoparentales. Donc ça, c'est les équipements de la petite enfance. Ça devient aussi un vrai sujet aujourd'hui de services publics, mais aussi privés d'ailleurs. Et puis, il y a les équipements qu'on appelle autres, qui sont tous ces équipements qui ne rentrent pas dans les deux premières catégories, qui sont adossés à des politiques publiques locales et qui peuvent trouver leur place également dans les opérations d'aménagement, même si, pour des questions de finances, aujourd'hui, il est pas forcément très rare de se concentrer seulement sur les deux premiers équipements en se disant qu'on va optimiser le reste. Donc, je reviens à cette mission. On s'était donc un peu évertué à localiser l'ensemble des équipements, et puis on n'en a pas tiré grand-chose. Et puis on a essayé de raisonner un peu à l'inverse et de magnifier un peu le rôle de ce bon vieux tableau. Donc ce tableau, juste en listant en colonne les différents quartiers, il y a 10 quartiers à Nanterre, hein, que vous voyez ici en colonne, et les différents types d'équipements en ligne. Et juste sur le côté très binaire, 1-0, absence, présence, on a pu finalement fabriquer ce qu'on appelle le cariotype des équipements sur un territoire. Alors, ce cariotype, il est très contextualisé, il n'est pas forcément générique, et de comprendre un peu comment les quartiers, finalement, étaient équipés à Nanterre en termes d'infrastructures sociales et de services publics, ce qui nous a permis de produire différentes analyses très, très schématiques, sur la base d'une représentation extrêmement simplifiée
de la ville de Nanterre et de ses quartiers. Il y a 10 quartiers qui font à peu près 10 000 habitants à Nanterre, et les Grous, donc c'est le 11e quartier de Nanterre, puisque on va être peu ou prou autour de 10 à 12 000 habitants. Et donc, à partir de cette problématique-là et de l'irruption d'un nouveau quartier dans cette géographie communale, comment est-ce qu'on l'équipe? Donc le premier travail, donc sur la base de ce tableau, de ce cariotype, c'était de constater que finalement tous les quartiers de Nanterre étaient équipés de la même façon sur des équipements du quotidien et de l'hyper-proximité. Et donc ça permettait de définir finalement ce qu'on appelle le kit de proximité, et de se dire que, ben oui, à Nanterre, dans chaque quartier, il y a forcément des écoles, des salles polyvalentes, des gymnases, on peut y garder ses enfants, il y a des centres de loisirs, et que donc, si on va produire un 11e quartier, le kit de proximité, en tout cas selon le vocabulaire nantérien, il est tout trouvé et tout défini. Et donc, ça permet d'aborder cette question finalement des besoins, ici par la question du maillage, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais qui en tout cas nous semble important à scander, puisqu'il y va quasiment d'une question d'égalité territoriale, en se disant que si on produit un 11e quartier, il devrait être équipé comme les autres, puisque à cette échelle-là, tous ces équipements se retrouvent produits. Ensuite, il y a une logique un peu intermédiaire, une maille intermédiaire, avec des équipements un peu interquartiers qui ont vocation à être partagés, et c'est bien normal, hein, on ne va pas forcément retrouver une piscine ou un gros centre sportif dans chaque quartier. C'est extrêmement intéressant aussi pour intégrer peut-être ces nouveaux fragments aux équipements et aux quartiers existants et à la ville existante, en se disant que les nouveaux habitants peuvent aller à la fois dans ces équipements préexistants, mais que pour le coup aussi localiser un équipement rayonnant dans un nouveau quartier peut permettre aussi la visite des habitants actuels. Donc ça, c'était la logique interquartier. Il y avait des logiques de réseau aussi, ça c'est extrêmement important, notamment dans l'idée que les déplacements sont restreints dans un mode dégradé. On a évidemment la mairie, la bibliothèque et un gros espace jeunesse au centre-ville, mais ces équipements un peu paquebots peuvent être déclinés via une logique de réseau dans les quartiers. Et ça nous semble aussi être extrêmement important comme enseignement vis-à-vis de ce qu'on vit actuellement. Et puis, une logique centrale quand même, des fonctions ou des thématiques qui sont l'apanage du centre, notamment la culture, mais qui ne dispense pas, bien au contraire, de pouvoir aussi disséminer la culture. Alors là, quand on dit équipement culture, c'est plutôt les équipements de diffusion artistique, art vivant, spectacle vivant, mais avec quelques exceptions et des possibilités de voir. Donc ça, c'est intéressant pour nous parce que ça met en évidence l'importance du quartier et de ce qu'on y trouve au quotidien dans l'hypothèse de l'avènement d'un nouveau quartier. Et ça remet évidemment en perspective la question du maillage et de l'accessibilité à ces équipements, évidemment en se disant que plus on trouve des choses à proximité de son domicile, moins on se déplace et plus a priori on peut bien vivre dans un contexte où les déplacements peuvent être contraints ici par la pandémie. Ensuite, il y a un deuxième sujet, toujours à l'échelle urbaine et territoriale, qui peut-être est un peu franco-français, enfin, c'est un côté assez bonapartiste, voilà, l'administration des affaires publiques, mais c'est ce qu'on appelle la sectorisation scolaire. Donc, je crois qu'à Bruxelles, peut-être il y a certains secteurs ou certaines écoles qui sont sectorisées, mais en tous les cas, en France, en tout cas jusqu'à présent, les écoles publiques, elles sont associées ou adossées à un secteur de recrutement ou de pratique. Et ces secteurs scolaires, finalement, dessinent aussi des territoires vécus, en tout cas pour ceux qui les fréquentent, donc les parents et les enfants, et ce qui pose par ailleurs d'ailleurs la question de l'ouverture des équipements scolaires à d'autres publics, ça on y reviendra. Mais en tous les cas, pour le couple parent-enfant, ces écoles-là, elles sont assez intéressantes puisqu'elles représentent des points de repère extrêmement importants au quotidien et elles dessinent des périmètres via un trajet quotidien entre l'école et le domicile. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces cartes scolaires souvent correspondent à des périmètres de quartier. Là, on est à Chelles, on est dans l'Est parisien. Et on nous a demandé de travailler à Chelles sur l'adaptation du réseau d'équipements scolaires
en lien avec des dynamiques de projet, puisqu'évidemment, c'est jamais très statique tout ça. Et donc, il y a derrière un sujet quand même sur sectorisation scolaire et courte distance, puisque c'est pas forcément la courte distance qui dessine ces périmètres scolaires, mais c'est plutôt la vigueur de leur démographie. Donc ça, c'est un sujet extrêmement intéressant et potentiellement prospectif, puisqu'on est dans une société européenne vieillissante, et que les écoles, aujourd'hui, c'est un patrimoine national extrêmement important en nombre, mais qu'il y a de moins en moins d'élèves dans les écoles, y compris à Paris. Hein. Il y a 1500 enfants en moins quand même chaque année dans les écoles parisiennes depuis 10 ans. Donc ça questionne à la fois ce côté un peu élastique du secteur scolaire, mais aussi plus à terme le devenir de certains équipements qui ne seront plus forcément aussi fréquentés qu'ils ne l'étaient et donc dont le maintien pose question. Donc c'est 5000 écoles en moins depuis 10 ans en France, et donc il y a un vrai enjeu de remobilisation ou d'appui sur ce patrimoine public pour éventuellement y faire autre chose d'ailleurs, hein, c'est souvent ce qui est fait. Mais c'est quand même des choses qu'il va falloir intégrer puisque le vieillissement est en train de s'accélérer, et la natalité baisse d'année en année, donc c'est un sujet un peu prospectif. Mais la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, par exemple, sur une des communes qui avait poussé extrêmement vite sur un modèle plutôt pavillonnaire dans les années 70, il y a eu 2 écoles qui ont fermé ces 10 dernières années parce que la population dans le pavillonnaire ne s'est pas renouvelée. Et donc, ça met en exergue l'enjeu de mobilisation et d'anticipation d'appui sur ce patrimoine existant pour une fonction éducative ou pour une fonction plus généralement sociale. Ça, c'est évidemment à voir au cas par cas, mais c'est un sujet qui nous semble intéressant à intégrer. Donc ça, voilà, je l'ai dit, ce sont les chiffres plus précisément, mais c'est pas intéressant. Alors ensuite, il y a la ville du quart d'heure, donc c'est quelque chose qui a agité la dernière campagne électorale à Paris. Alors c'est assez étonnant de se dire que ça peut fabriquer à Paris un motif de politique de campagne électorale, puisque s'il y a bien une ville qui offre à un quart d'heure de son domicile autant de services, c'est probablement Paris, avec sa densité extrêmement importante, hein, de 24 000 habitants au kilomètre carré. Et donc là, c'est le 18e arrondissement, vous voyez, et quand on est au centre du 18e arrondissement, en un quart d'heure, finalement, on peut quasiment se faire tout l'arrondissement. Et l'arrondissement, aujourd'hui, c'est ça, c'est un maillage quand même assez fin d'équipements publics et de services privés. Alors ça, il n'y a pas que des équipements publics sur cette carte, hein, mais ça vous montre la densité du maillage en lien avec la densité de population. Donc évidemment, la densité est un allié dans ces conditions à la possibilité de pouvoir ou parfaire un maillage existant ou développer dans le cadre de nouveaux quartiers des services à un quart d'heure à pied. Alors, sur les typologies d'équipements, justement, on peut s'arrêter là-dessus. Il n'y a pas de doctrine extrêmement claire ou de liste officielle. Il y a une base de l'INSEE qui mélange un peu tout, hein, torchon et serviette, puisqu'on y trouve les commerces, les professions de santé, les équipements sportifs, etc. Et voilà, ici, il y a l'agence d'urbanisme de la région parisienne qui a fabriqué ces indicateurs-là en prenant les équipements culturels, les équipements scolaires, les équipements plutôt dédiés à la santé, les commerces et les équipements sportifs. Il y a quelques sous-représentations, en tout cas, c'est pas très précis, notamment sur la culture, mais cet outil-là, il permet de comprendre le niveau d'équipement du territoire étudié par rapport à d'autres territoires de référence. Donc là, c'est le niveau d'équipement du 18e arrondissement vis-à-vis de la ville de Paris, de la région et de la métropole du Grand Paris. Donc ça, c'est toujours une culture un peu au ratio, parce que c'est un nombre d'équipements pour 1000 habitants, directement hérité de l'approche des années 60 et notamment de la grille du pont, mais qui peut mettre en évidence quand même, d'un point de vue plus qualitatif, des trous dans la raquette
et donc de pouvoir éventuellement compléter ces équipements en lien avec des modes de fonctionnement ou des contextes plutôt contraints type pandémie. Alors, ça c'est à Paris toujours, et on a beau être à Paris, il y a quand même des trous dans la raquette, plutôt en lien avec l'occupation du sol. Donc ça c'est le projet de Saint-Vincent-de-Paul sur lequel je reviendrai plus tard, mais c'était un projet sur lequel on a travaillé avec Yannick Beltrando, architecte urbaniste, et on a pu pousser pour le coup assez loin la logique d'un équipement scolaire un peu intégré qui propose d'autres fonctions et qui s'ouvre à d'autres usagers. Et la question de l'école, d'une nouvelle école dans ce quartier-là, qui est un petit projet de 4 hectares, se posait à l'échelle politique, puisque dans la mesure où effectivement les écoles ont plutôt tendance à se vider à Paris, et qu'il y a par ailleurs certains secteurs où il y a embouteillage, hein, vous voyez ici c'est au sud de l'arrondissement, on est quand même sur des périmètres de 400 mètres qui s'enchevêtrent, donc il y a beaucoup d'équipements probablement aussi un peu à optimiser. Il n'était pas du tout gagné d'avance que ce nouveau quartier ait son école. Donc, parce qu'il y a des crues, je le disais, mais aussi parce que le nombre de logements produits n'était pas forcément suffisant pour justifier une nouvelle école. Sauf que, effectivement, vous voyez, ça c'est l'opération Saint-Vincent-de-Paul, et on a un vrai trou ici, puisque c'est le secteur des hôpitaux, c'est le secteur de l'observatoire, donc il y a assez peu d'habitants là, mais que quand on rajoute effectivement l'école ici et son cercle d'influence, on voit qu'à la fois on complète le maillage, et surtout qu'on peut anticiper par ailleurs peut-être l'évolution de ces tissus monofonctionnels au cœur de Paris. Donc ça, c'était un argument qui a, pour le coup, emporté un peu la mise, et c'était la ville du quart d'heure sans le dire. En tout cas, c'était pas quelque chose qui était forcément mobilisé à l'époque, puisque c'était lors du mandat précédent. Et en tous les cas, voilà, on voit que ce projet-là, il permet aussi finalement, dans une logique d'aménagement du territoire, de compléter la maille. Alors après, il y a un autre sujet quand même qu'il faut aussi évoquer, c'est que ces équipements, il faut en avoir une lecture dynamique, donc à la fois de manière prospective sur qu'est-ce qui va se passer et comment finalement on peut envisager ou concevoir l'équipement du 21e siècle, donc ça j'y reviendrai, mais aussi d'un point de vue rétrospectif, interroger l'histoire et voir d'où on vient. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opérations d'aménagement aujourd'hui où les équipements sont présentés souvent comme une recette un peu immuable, et on n'a pas nécessairement une actualisation des concepts en lien notamment avec les évolutions récentes des modes de vie ou les évolutions à venir, et puis peut-être plus structurellement en lien avec la possibilité de revivre certaines séquences de pandémie comme on l'a vécu dans le futur. Donc on est toujours sur des maisons des jeunes, des pôles de locaux administratifs et associatifs. Enfin, ça, en plus ici il y a une nomenclature assez administrative, et il y a finalement assez peu de places ouvertes dans le cadre de ces opérations d'aménagement pour réfléchir fondamentalement sur l'adaptation de l'offre en infrastructure sociale pour installer finalement ces équipements dans leur siècle, et en bonus, les rendre peut-être plus résilients et plus résistants à ces périodes de pandémie. Donc ça, c'est une tentative qu'on a fait en interne, c'est un peu vite fait et pas très soyeux, j'en conviens, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu la trajectoire des équipements par fonction ou par thématique. Donc là, vous avez en bleu des équipements plutôt événementiels, vous avez en gris des équipements plutôt socio-culturels ou des équipements sociaux de quartier, et vous avez ici en orange des équipements culturels. Et donc c'est intéressant de regarder un peu comment évoluent ces équipements sur le temps long, sachant que il n'est pas forcément question d'innovation à notre sens, mais il est plutôt question d'adaptation de ces équipements. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est par la lecture fonctionnelle, hein, donc on est quand même très marqué par ça, c'est de voir effectivement comment les fonctions finalement se déploient dans les équipements en fonction des différentes grandes périodes. Et par exemple, ce que montre ce graphique, c'est que sur les équipements événementiels, du champ de foire au Grand Palais, au Parc des Expositions, on était très clairement sur des équipements polyvalents, multifonctionnels, et que les 30 Glorieuses notamment ont vu la naissance de spin-off un peu spécialisés
dans lequel on a singularisé des pratiques et des fonctions qui par ailleurs pouvaient se dérouler dans ces équipements polyvalents tels qu'ils étaient conçus au départ. Donc on a eu des palais des congrès, on a eu des arénas, on a eu des zéniths, le programme Zénith en France, qui sont des grandes salles de spectacle dédiées au spectacle. Et puis on constate que de nouveau, on redevient multifonctionnel à la faveur de réalisations récentes, avec par des expositions de nouvelle génération. Sur les centres sociaux et sur les équipements sociaux, on est plutôt constant en termes de fonctionnalité, les noms ont changé, mais c'est toujours ici l'idée de se dire que ces équipements sont finalement des équipements qui intègrent plusieurs fonctions et plusieurs usagers, c'est dans leur ADN, que ce soit pour la jeunesse ou pour l'éducation populaire, mais que ce soit un centre social ou un centre d'animation ou un Idea Store à Londres, on est toujours sur une espèce de constante d'équipements multifonctionnels, plutôt de quartier. Voilà. Et sur la culture, on est un peu différent. On est parti sur des équipements évidemment très spécialisés, qu'on a eu tendance à hybrider avec notamment des MJC, et puis des maisons de la culture, des équipements de diffusion, et puis derrière des choses beaucoup plus hybrides et quotidiennes, notamment consacrées aux pratiques amateurs et artistiques. Donc voilà, tout ça pour dire que les 30 Glorieuses ont peut-être permis de spécialiser des équipements, mais aujourd'hui la tendance est plutôt de regrouper des fonctions au sein d'équipements hybrides. En tout cas, c'est ce que nous on observe, et c'est un sujet dans le sujet, puisque cette question de l'hybridation et de la concentration fonctionnelle au sein d'un seul équipement a des répercussions sur la façon dont est conçu et programmé cet équipement, mais aussi dans la façon dont il anime un espace urbain. Alors, bon, je vais peut-être passer rapidement là-dessus, mais c'est une lecture un peu théorique des équipements publics ou des infrastructures sociales. De quoi on parle? Il y a plusieurs types d'équipements, en fait, qu'on les regarde à travers leur public, qu'on les regarde à la façon dont ils fonctionnent. Ils sont ouverts à tous en accès libre, ils sont ouverts à tous sous conditions, ils sont payants parfois, ils ont peut-être même des vocations commerciales, comme ces grandes salles de spectacle qu'on appelle les zéniths, qui sont des équipements publics, mais à vocation commerciale. Ce sont des vocations de services publics purs comme les écoles ou les hôpitaux, et puis ce sont des équipements un peu emblématiques comme ici la médiathèque de l'OMA à Caen. Voilà. Mais en tout cas, il y a aussi, j'imagine, dans ce débat sur l'hybridation, un regard sur ces différents types d'équipements pour clarifier aussi la sémantique. Je le disais, il n'y a pas beaucoup de révolution selon nous, hein, c'est plutôt des concepts initiaux qui se déforment et s'associent à d'autres fonctions dans le temps. Les bibliothèques sont devenues des médiathèques, les piscines sont devenues des centres aquatiques avec une dimension plus ludique, les maisons des jeunes de la culture sont devenues des SMAC, donc dédiées aux musiques actuelles. Voilà, on a eu quelques évolutions comme ça. Bon, ça c'est un centre social du XXIe siècle pour le coup, qui est à Londres, hein, c'est les Idea Store dans l'Est londonien, où là pour le coup on mélange sport, commerce et lecture publique. Les médiathèques danoises, donc effectivement, où on a bien évidemment des livres, mais on a aussi des espaces de danse et de pratique amateur. Donc voilà, là on ose mélanger les fonctions. Et puis la question des pratiques et des usages, c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment pour le sport, on est plutôt en favorisant des pratiques un peu hédonistes, et on passe du foot licencié, un peu classique, le dimanche matin, au foot entre amis, à l'abri, sur des formats beaucoup plus ludiques. Le deuxième sujet, je regarde un peu le chrono parce que je parle un peu trop peut-être. Le deuxième sujet sur lequel on a intervenu, c'était en 2012, au moment de l'AIGP, donc l'Atelier international du Grand Paris, qui était un moment de réflexion assez intense autour du dessin et du destin de la métropole du Grand Paris, largement porté par ce nouveau réseau de transport en commun lourd, hein, qui est le Grand Paris Express, avec près de 80 stations, 80 nouvelles stations censées structurer le développement de la métropole du Grand Paris. Donc Paris est au centre, c'est un travail de TVK, hein, de l'agence TVK sur les places du Grand Paris. Et nous, on s'était saisi avant TVK, alors pas pour parler de place, mais pour parler effectivement de la façon d'incarner l'identité du Grand Paris et de développer le Grand Paris via un maillage d'équipements publics un
un peu dans leur siècle et portant les nouvelles considérations. Donc ça, évidemment, cette question du maillage, on s'était inspiré de choses qui existent par ailleurs. Donc ça, c'est les phares de la connaissance à Curitiba au Brésil. Donc ce qui est intéressant, c'est au-delà du côté symbolique ici un peu pathos, c'est le fait que ces équipements-là sont des bibliothèques et qu'il y a un maillage extrêmement régulier et très identitaire avec ce phare tout à l'échelle de la ville, enfin à l'échelle de toute la ville. Donc ça nous semblait intéressant comme clin d'œil. Il y avait éventuellement dans une moindre mesure les sesques à Sao Paulo, ça c'est le grand sesque de Bobardi à Sao Paulo, alors qui sont par ailleurs des équipements privés, hein. Mais en tout cas, pareil, il y avait cette question à la fois de la visibilité et du maillage, et surtout essayer de comprendre, dans une logique un peu sociétale, quels étaient les grands sujets de l'évolution de la société avec un grand S, et de voir effectivement quels pouvaient être les sujets dont pouvaient se saisir ces nouveaux équipements. Donc il y avait la question de l'événementiel, il y avait la question de la culture pour tous, il y avait la question évidemment multiculturelle, il y avait la question de l'individualisme du temps libre, il y avait la question intergénérationnelle, la question de la formation, la question du produire local, la question un peu de faire plus avec moins, donc la question des moyens, et puis aussi déjà à l'époque la question de perturbation du quotidien. Alors on était plutôt là sur Vigipirate et sur les crises pétrolières et bancaires, mais le Covid vient rajouter un chapitre dans cette considération, et donc tout ça pouvait fabriquer finalement des concepts d'équipement qu'on pouvait positionner sur chaque gare ou à l'échelle de chaque station, nouvelle station, et en intégrant évidemment les caractéristiques locales, en se disant que évidemment cette démarche aurait encore plus de force si elle pouvait être contextualisée par rapport à des questions de population, par rapport à des questions d'exposition au flux, par rapport à des questions de parcelles et aussi par rapport à des questions de financement éventuellement. Donc ça, c'était un peu l'idée de déploiement de ce nouveau réseau d'équipements à l'échelle du Grand Paris. Alors c'est complètement utopiste, hein, mais en tout cas c'était l'idée qu'on avait voulu pousser, et on était même allé jusqu'à essayer de se demander, en s'appuyant sur ces grandes balises, que pouvait donner à voir un équipement un peu typique, évidemment adapté, mais il y avait, vous voyez, un grand hall d'accueil qui distribuait différentes fonctions en lien avec la formation d'études, en lien avec la création et les pratiques artistiques, notamment amateurs, en lien avec la question du sport et du corporel, en lien avec les problématiques de recyclage, les mobilités et aussi la solidarité. Donc tout ça fabriquait un contenu finalement d'un super centre social un peu renouvelé et intégrant les problématiques sociétales et les contextes locaux. Ensuite, on a plus récemment travaillé sur un projet qui, pour le coup, est en train de sortir. C'est, je l'ai dit, l'opération Saint-Vincent-de-Paul. Donc, juste pour vous repérer, c'est un ancien foncier hospitalier qui appartient à la PHP, donc qui est l'organisme qui gère les hôpitaux parisiens, qui est au sud de Paris, donc dans le 14e arrondissement. On est près de la gare Montparnasse. La Fondation Cartier, elle est juste là, hein, donc on est tout près de d'Enfer-Rochereau, et c'est un projet qui a un peu bousculé les pratiques de l'urbanisme parisien, avec notamment l'émergence d'une pratique d'urbanisme temporaire qui a beaucoup marqué les esprits. Dans ce projet-là, nous, on est intervenu à la fois à l'échelle de l'opération et de sa programmation générale, mais plus spécifiquement, pour le coup, là, à l'échelle architecturale, sur la programmation de ce qu'on a appelé le super équipement, qui consistait à regrouper dans un bâtiment existant. Donc ça, c'est l'ancienne maternité du site, hein, c'est un bâtiment très beau des années 30, avec une extension aussi des années 70, un bâtiment public qui regroupe école, gymnase, crèche et locaux d'activité. Et ça, c'était intéressant pour nous parce que on a eu carte blanche et on a été très poussé par l'aménageur pour essayer de bousculer un peu les pratiques gestionnaires de la ville de Paris et de passer justement de cette logique d'équipement juxtaposé à une logique d'équipement intégré. Alors, on n'a rien inventé, hein, ça a été fait notamment dans les villes nouvelles, mais en tous les cas, il nous semblait important, vu le quartier et le projet, d'essayer de pousser à fond les manettes de ce projet d'équipement intégré.
Alors, l'idée, c'était que, rappelez-vous, il y avait eu le débat sur l'école, hein, la ville hésitait à ouvrir une école, elle a finalement accepté, et c'était de se dire, comment est-ce qu'on finalement on transforme l'école en centralité contemporaine de quartier, avec donc de fait la question de l'épaississement fonctionnel de ce bâtiment d'enseignement, mais aussi la question de son ouverture et donc de sa gestion pour notamment accueillir à la fois d'autres publics et sur d'autres temporalités, notamment soir et week-end. Donc là, on s'est saisi de ces grands termes, hein, hybride, mutualisé, ouvert, agile, évolutif et sobre, qui était finalement la ligne éditoriale de ce projet, pour essayer à la fois voir comment il était possible de rendre concret ce qui s'est écrit dans la littérature. Hein. Je vous laisse prendre connaissance de cette citation de Simon Forster et de voir comment on pouvait très concrètement passer de l'école au centre contemporain de quartier. Donc ça, c'était l'idée de départ, et ça nous a demandé un travail quand même assez conséquent pour le coup et très public, puisque ce travail-là, évidemment, et la conception de cet équipement, à la fois dans sa programmation comme dans sa gestion, ne se fait pas sans aller solliciter, interpeller et travailler avec les services de la ville qui gèrent ces équipements, puisqu'évidemment, l'école, la crèche et le sport, c'est trois directions différentes, donc trois gestions différentes, trois budgets différents. Et donc, pour mettre tout ça en musique, il faut évidemment associer ces services-là et puis voir comment est-ce qu'on peut renouveler des pratiques à la fois de programmation, mais aussi surtout de gestion. Donc ça, c'était l'idée de départ. Hein. Vous aviez la crèche, le gymnase et les écoles maternelles et élémentaires. Et l'idée, c'est de dire, on va passer du juxtaposition au super équipement. Et donc, il y avait des idées assez simples comme ça sur le papier, mais dans les faits assez compliquées à mettre en œuvre. Donc, vous voyez qu'on respecte les 4 unités de base complémentaires, les 4 unités de base de chaque équipement, donc la crèche, le gymnase et l'école maternelle et élémentaire. Donc, on considère qu'effectivement, un certain nombre d'espaces dans ces équipements qui sont sanctuarisés, qui sont gérés par leurs directions respectives et qu'on aura du mal probablement à mobiliser parce que par ailleurs, il faut pouvoir garantir qu'une classe, une salle de classe, si elle est mobilisée par des associations, elle est en ordre le lendemain matin pour recevoir des élèves. Donc il y avait des équipements ou des surfaces ou des unités fonctionnelles sanctuarisées au sein de ce triptyque. Mais il y avait différents types d'espaces derrière qui nous semblaient pouvoir être partagés. Alors, donc, il y avait des espaces partagés à la fois par ces trois équipements sportifs, enfin ces trois équipements, pardon, donc l'école ou la crèche et les gymnases. Il y avait des espaces communs à l'ensemble de ces équipements et qui pouvaient, pour le coup, pouvaient aussi être mobilisés par des usagers extérieurs. Et puis, il y avait ce qu'on appelle des tiers espaces. Donc une surface supplémentaire qu'il était possible de dégager et qui pouvait servir à la fois à ces usagers, mais qui pouvait aussi servir à des usagers extérieurs. Donc ça, c'était vraiment l'idée du super équipement, en se disant que il y avait un vrai enjeu de conception associé à une programmation un peu innovante et à une gestion là-dessus. Sachant que la question de la réversibilité sur le temps long, elle est posée, mais elle est déjà démontrée puisque on est en train de faire une école dans une ancienne maternité, mais que l'enjeu, pour le coup, il était sur la réversibilité temps court. Et on voit bien aujourd'hui que par rapport à ces questions de pandémie, la capacité d'un équipement à s'adapter quasiment du jour au lendemain à de nouvelles règles de fonctionnement ou à de nouvelles règles de partage est assez fondamentale. Donc, encore une fois, ce que je vous dis là, c'est que la question de la réversibilité temps court, elle était plutôt, à l'époque, pour nous, dans une logique d'intensification des usages et d'ouverture à d'autres usagers, mais que dans les faits, on constate qu'elle s'adapte parfaitement à ces questions de réversibilité temps court liées au fonctionnement en mode dégradé en temps de Covid.
Alors, il y avait déjà eu un précédent quand même sur ces équipements. Là, on est au Mureau, dans un quartier plutôt politique de la ville, assez compliqué de l'ouest de l'Île-de-France. Et il y a déjà eu comme ça des tentatives assez intéressantes autour d'un triptyque gymnase, crèche, école, de développer des équipements qui servent à la fois aux équipements éducatifs et petite enfance, ici en cœur d'îlot, et qui sont par ailleurs positionnés le long de la rue et qui peuvent être accessibles depuis l'extérieur. Donc ça, c'est voilà, ce genre d'équipement-là qui réinterroge fondamentalement le rôle de l'école et qui les transforme en centralité contemporaine du quartier. Pour nous, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant par rapport à tout ce que je vous viens de dire sur la question du maillage et de l'accessibilité de ces équipements sur des distances relativement courtes, et aussi par rapport à la diversité des activités et des usages qu'on peut y développer. Et un dernier mot quand même aussi sur la façon dont a été mobilisé ce programme, c'est-à-dire que ce n'était pas un concours, c'était un dialogue compétitif qui est finalement une forme de concours ouvert, mais dans dialogue compétitif, il y a dialogue, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que le programme, il est écrit et qu'il est débattu, discuté via différentes séances de travail avec les équipes de concepteurs qui sont retenues. Donc ça, c'est extrêmement intéressant aussi, ce dialogue, parce que ça rend probablement moins stérile et moins normé l'interprétation et l'application que peut faire un concepteur à partir d'un programme quand il est en phase fermée, type concours, où il travaille pendant 2 mois, et il remet ses 3 panneaux à zéro et ses notices telles que demandées par le règlement du concours. Donc voilà, les dialogues compétitifs, c'est quelque chose qui se développe, c'est une procédure d'achat public, mais qui est aussi appliquée aujourd'hui dans les domaines de la conception, à la fois pour des projets urbains comme pour des projets architecturaux. Et donc, c'est évidemment extrêmement intéressant aussi de se dire que ce rapport entre programmation et conception mérite largement d'être dialogué, débattu dans des phases un peu ouvertes de maîtrise d'œuvre urbaine et architecturale. Je terminerai par évoquer quelques paradoxes, mais qui sont aussi des pistes un peu de réflexion et d'ouverture par rapport à ce qu'on peut essayer d'imaginer sur les transformations des pratiques, notamment de programmation, intégrant cette perturbation majuscule dans laquelle on se trouve toujours. Et effectivement, il y a quelques paradoxes qui me semblent importants de réguler pour pouvoir aller plus loin et commencer à considérer les différentes façons de pouvoir intégrer sereinement ces perturbations dans nos exercices professionnels quotidiens. Donc le premier, il est assez intéressant, pardon, parce que effectivement, la ville du quart d'heure ou la ville des 10 minutes, est-ce qu'elle signifie finalement qu'on va généraliser un mode administré de la pratique urbaine et que cette ville du quart d'heure va donner naissance à une ville sectorisée qui va aller au-delà des équipements scolaires. Ça, c'est la carte scolaire parisienne du 18e. Et évidemment, on voit que ces territoires sont organisés autour des écoles. Et pour le coup, on peut se poser la question, effectivement, de la sectorisation et la liberté versus l'égalité. Mais en tous les cas, on peut se demander si, notamment à la faveur d'un épaississement fonctionnel des écoles, mais aussi parce qu'il existe déjà dans certains contextes, notamment parisiens, beaucoup d'équipements au sein de ces secteurs, est-ce que par rapport à cette logique du quart d'heure, cette logique du temps d'accès contraint, on peut assister à une sectorisation qui chez nous est très culturelle et qui permettrait de réguler et de faire fonctionner ces aménités en respectant notamment les contraintes sanitaires. Donc ça, c'est un premier sujet, parce qu'effectivement, la ville des courtes distances, elle est sans doute plus efficace, paradoxalement, quand elle est administrée. Et donc la question de la sectorisation scolaire, qui est très culturelle, va-t-elle être étendue à d'autres domaines? C'est quelque chose qu'il faut peut-être pouvoir pousser ou regarder. Sachant que par ailleurs, effectivement, ces secteurs scolaires, ils sont mouvants, puisque je l'ai déjà dit, vous avez ici
des quartiers qui sont soit en croissance, soit en décroissance. Vous avez des quartiers qui vieillissent ou des quartiers qui rajeunissent. Et donc, il y a une faculté de l'administration publique à pouvoir adapter l'offre en fonction des réalités démographiques de son territoire, qu'elles soient prospectives ou qu'elles soient rétrospectives. Pardon. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose qui nous semble important à avoir en tête, en se disant que ce maillage, il peut finalement être variable en fonction de ces croissances ou décroissances d'équipements, de secteurs. Pardon. Ensuite, il y a évidemment la pesanteur des lois et des normes. On est en fait ici, nous, soumis à 2 états d'urgence. Hein. Il y a le niveau, enfin, il y a Vigipirate sur la question du risque attentat, et il y a l'état d'urgence sanitaire. Et effectivement, aujourd'hui, c'est très très compliqué pour un gestionnaire d'équipement public, puisque vous avez Vigipirate qui vous dit de fermer la fenêtre, hein, et vous avez l'état d'urgence sanitaire qui vous dit de l'ouvrir. Donc c'est extrêmement compliqué dans ces conditions d'avoir une réflexion un peu sereine sur l'impact de la programmation sur cette question-là. Donc, en tous les cas, je pense qu'il faut intégrer ça, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipements qui ont été conçus avec des intentions extrêmement louables et généreuses, notamment des grands halls, notamment différents accès, notamment des terrasses sur des équipements publics, et qu'aujourd'hui, Vigipirate, par exemple, empêche de multiplier les accès sur un bâtiment, par exemple. Donc, voilà, il faut clarifier à tout prix ce que durablement, probablement, ces préconisations qui sont des lois vont permettre vont avoir comme impact sur notre pratique quotidienne. De fait, la question de l'extérieur, parce que j'y étais un peu vite, mais la grille du pont intégrait dans ces équipements publics un peu normés la question de l'extérieur ou des espaces libres, est un vrai sujet. Alors c'est un vrai sujet en tant qu'espace public support d'usage, mais c'est aussi un vrai sujet comme espace public ou espace extérieur associé à un bâtiment. Donc ça, c'est un bâtiment à Lille, quartier sud de Lille, qui s'appelle le Grand Sud, que vous trouvez ici, donc avec un grand toit terrasse, mais surtout un bâtiment extrêmement agile dans ses reconfigurations, puisqu'il permet de faire plein de choses, et avec l'idée que on peut être dans un mode festival avec ici des spectateurs en plein air et une infrastructure technique qui peut permettre de mettre la scène et de disposer de l'ensemble des infrastructures techniques pour réaliser ou organiser des festivals l'été. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de se dire que le salut finalement de ces équipements fermés passe aussi par la qualité et la conception ou la programmation des espaces extérieurs qui leur sont adossés. Donc ça, pour nous, c'est aussi un sujet. Donc ça, c'est à Lille. Ça, c'est le Zénith de Nancy. On s'est beaucoup moqué de ce bâtiment. Et c'est vrai qu'il y a peut-être matière à se moquer. Hein. Donc ça, c'est le Zénith de Nancy, qui est une grande salle de spectacle qui reçoit des concerts de variété et de rock. Donc voilà, vue du ciel, c'est une forme de guitare. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que ce bâtiment, il avait prévu à la romaine d'avoir un amphithéâtre ici extérieur, et avec le même principe que les infrastructures scéniques pouvaient se retourner et aussi, pour le coup, accueillir des festivals l'été ou des concerts en plein air l'été. Donc ça, est-ce que, évidemment, là, à l'heure où je vous parle, en plein hiver, c'est difficilement envisageable, mais la question des distances et des barrières sociales en extérieur est quand même beaucoup plus facilement gérable qu'en intérieur. Donc voilà, cette question de l'extérieur à la rescousse de l'intérieur me semble aussi extrêmement importante à poser. Ensuite, c'est les évolutions bâtimentaires et leur impact sur le maillage et la ville. Ça, c'est aussi un sujet, puisque si on hybride et si on concentre différentes fonctions au sein d'un seul bâtiment, eh bien, ça a des impacts sur le maillage urbain, puisque cette concentration s'inscrit un peu en opposition avec celle du déploiement ou de la diffusion. Donc, il faut aussi pouvoir imaginer
soit des logiques de réseau malgré un modèle concentré, soit des logiques multipolaires, mais en tous les cas, c'est pas parce qu'on concentre tout dans un bâtiment, ou c'est pas parce qu'on a un très bel équipement en centre-ville qu'il faut en oublier les quartiers autour, et donc il faut travailler là-dessus. Bien évidemment, ensuite, la question se pose à l'échelle architecturale. Vous pouvez avoir tout dans un seul bâtiment, mais aussi vous avez la question des rez-de-chaussée. Les rez-de-chaussée, c'est un sujet quand même assez intéressant aujourd'hui, dans la mesure où, par exemple, la fonction commerce est de plus en plus volatile et difficile à maîtriser. Donc, des équipements publics en rez-de-chaussée, c'est aussi une alternative intéressante et pour le coup, avec un rapport à la rue et à l'extérieur qui peut être là aussi utile par rapport à ce qu'on connaît. Et puis ensuite, il y a un sujet fondamental dont on parle beaucoup. Moi, j'ai parlé des parcs expo et du Grand Palais sur leur aspect multifonctionnel, mais il y a une question assez centrale qui est celle de la taille. Et finalement, c'est la réponse à la pandémie, elle peut être assez simple hein, d'un point de vue équipement, c'est que on a tendance à rogner sur les surfaces, à la fois globales mais aussi unitaires. Les salles de classe, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas de normes, mais on passe tout discrètement de 60 mètres carrés à 50 mètres carrés par salle. Les amphithéâtres dans les universités sont dans les plans stratégiques immobiliers de plus en plus menacés, alors que c'est quand même des endroits dans lesquels on peut faire des cours avec une certaine distance. Donc la question de la taille, elle est extrêmement importante. Alors les gestionnaires, classiquement, vous diront qu'on ne dimensionne jamais un équipement ou une infrastructure, notamment événementielle, en lien avec l'événement le plus important. On trouve toujours des solutions extérieures d'extension pour accueillir les événements les plus importants, mais là, par rapport à ce qui s'est produit, on peut quand même se demander si la question de la taille ou de la dimension de l'équipement est pas devenue centrale. Là, vous avez ce projet de l'OMA, encore une fois, à Toulouse, c'est le nouveau parc des expositions. Et on peut se demander si, effectivement, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, hein, notamment les vaccinodromes, les hôpitaux de campagne tels qu'ils ont été montés par l'armée, ne pourraient pas bénéficier de ces infrastructures qui, par ailleurs, sont, elles, complètement fermées parce que le tourisme d'affaires est au point mort. Mais en tous les cas, ces grands équipements, ces grandes infrastructures sont extrêmement stratégiques, probablement à mobiliser par rapport notamment à ces questions sanitaires. Je termine rapidement sur quelques détails sur l'opération Saint-Vincent-de-Paul. Donc ça, c'est le projet lauréat, hein, qui est actuellement en cours d'étude, qui est le projet de Chartier-Davix. Ce qui était intéressant dans ce projet, même si à l'époque c'était pas du tout pour ça qu'il avait été conçu, mais le fait que là, pour le coup, vous voyez que vous avez différents adressages et différents accès en fonction des équipements concernés, ça c'est extrêmement intéressant par rapport aujourd'hui aux problématiques d'éviter les brassages. Donc, est-ce que d'un point de vue programmation, c'est la fin du hall commun, généreux, espace de rencontre et distributif? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, cet équipement, il est taillé pour pouvoir éventuellement gérer et minimiser des flux et des rencontres par rapport à ces différents adressages. Donc, ce qui a aussi été intéressant par rapport notamment aux problématiques un peu sociales et au fait que cette crise, elle a aussi exacerbé la misère dans laquelle se trouvent les plus précaires d'entre nous. Il y avait la possibilité dans ce projet, en tout cas le programme l'écrivait, et le projet s'est en emparé, de se dire qu'il y a des cuisines de production qui servent à la crèche et à l'école dans cet équipement, et que ces cuisines peuvent être mises au service d'associations pour dispenser des repas, notamment en période hivernale. Donc la question bienveillante et résiliente de cet équipement en lien avec ce quartier qui avait accueilli des migrants dans son occupation transitoire se trouve ici confortée, et voilà, la question du partage des infrastructures au sein des équipements publics nous semble aussi intéressante par rapport à un redéploiement de services à la minute ou de services plus occasionnels, en lien notamment avec les plus précaires. Donc ça, c'est quelque chose qui nous semble extrêmement intéressant et qui figurait dans le programme. La cour, bien évidemment, aussi comme espace, donc au-delà des questions environnementales aujourd'hui, puisque c'est
ça permet de lutter contre les effets de haut de chaleur urbain et de développer la biodiversité. C'est évidemment un espace public qui doit être conçu comme un espace public et pratiqué comme un espace public, notamment parce que les squares et les jardins n'ont pas tous fermé pendant la pandémie et que ça reste des espaces dans lesquels on peut évoluer en respectant les règles sanitaires. La question de la gestion, donc ça vous montre un peu la complexité. On parle d'agilité, mais c'est aussi de la complexité. Mais en tout cas, c'est intéressant de pouvoir montrer que le programme, tel qu'il était conçu, a été intégré par les architectes avec donc des espaces ouverts, des espaces contrôlés ou des espaces fermés, hors temps scolaire et en temps scolaire, avec l'idée que les infrastructures communes peuvent être utilisées par des usagers extérieurs hors temps scolaire, mais aussi en temps scolaire, notamment le fameux tiers-espace là. Donc ça, voilà, c'est assez important parce que ça montre l'agilité du programme et la façon dont il a été traduit. Et donc cette question-là, elle est quand même assez intéressante à creuser dans le futur. Donc la question de la taille, effectivement, ça c'est plutôt l'aménagement intérieur, c'est de l'architecture pure, mais si effectivement on est sur une organisation un peu classique avec un couloir qui dessert deux classes, on perd de l'espace et donc la force de ce projet, c'est de se dire finalement on peut traverser les salles de classe et comme ça on dégage un espace central et on a un gain de surface. Donc la question de la taille, encore une fois, elle peut aussi se gérer et se régler sur des niveaux de détail assez importants. De même ici, hein, c'est un peu la même logique. Et la question du mobilier, donc c'est pour le coup une application c'est ce projet de Toyo Ito à Sendai, hein, cette fameuse médiathèque qui est une succession de plateaux très fragmentés, mais pour le coup dans laquelle il n'y a aucune cloison. Donc là, c'est la question du mobilier et de fait l'apparition aussi de nouveaux métiers comme le design de service, qui peut aussi permettre de rendre les espaces plus praticables et plus réversibles du jour au lendemain. Et puis, dernier point, j'en finirai là, la question du temporaire. Donc ça, c'est l'école foraine de Patrick Bouchain à Rennes. Ça, c'est le grand palais temporaire qui va accueillir une épreuve des Jeux Olympiques en 2024. Donc, c'est finalement la question des équipements qui peuvent se déplacer dans une logique de free floating, hein, comme les vélos. C'est vrai que les vélos fixés versus les vélos à côte barre garés n'importe où, c'est pas la même chose. Et donc, on peut se demander aussi, notamment en lien avec les phénomènes d'intensité démographique ou des questions plutôt d'urgence en lien notamment avec la vaccination ou le soin, si effectivement ces équipements pourraient être conçus pour être déplacés simplement et répondre à des questions d'adaptation assez urgentes auxquelles on a pu que l'on a pu rencontrer. Pardon. Voilà, je crois que j'ai terminé. Merci. Merci, Bruno Yvain, pour cette présentation très intéressante. Bon, voilà, on a déjà été assez long dans le timing, donc on va peut-être pas être trop long encore, mais enfin, on va peut-être voir pour essayer de revenir sur certains éléments que vous avez mis en avant. Tout d'abord, souligner à quel point moi, en tout cas, j'étais, je dirais, intéressé, et je dirais, c'est vrai qu'on est à Bruxelles, cette question de la programmation est plutôt quelque chose de relativement distant, étranger, hein, qu'on pratique très peu, comme vous le savez déjà, en Belgique, parce que la coordination entre les pouvoirs publics, je pense, la culture de l'aménagement n'a pas suffisamment intégré ces éléments-là, probablement pour la complexité liée à la complexité politique, je dirais, mais en même temps, il s'agit pourtant d'une culture de l'urbanisme, vous avez bien montré au début, hein, qui s'ancre dans les premières notions d'unité de voisinage qui sont développées, par exemple, dans le plan de 1929 le plan régional de New York, de Clarence Perry, alors vous n'avez pas cité, mais on aurait pu citer, je pense, des urbanistes comme Gaston Bardet ou Robert Houzel, hein, qui dans les années 50, Gaston Bardet même avant, je dirais, s'est beaucoup attaché à cette question, je dirais, de l'équipement, etc. Et on voyait dans votre intervention à quel point
ces questions se prolongent aujourd'hui avec peut-être toujours cette tension, comme vous l'avez à un moment souligné, entre d'une part la volonté de planifier au plus loin, mais en même temps toujours peut-être cette question sur jusqu'à quel point doit-on organiser les modes de vie, etc. Alors je reviendrai, je n'ai pas vraiment de questions, mais je reviendrai peut-être sur quelques éléments que vous avez mis en avant par rapport à la crise sanitaire, hein, comment ça fonctionne peut-être cette notion d'équipement. Et on peut peut-être réagir, je sais pas, on peut peut-être demander à Benoît ou à Mathieu de réagir après. Il y a d'une part la question de l'échelle hein, et du maillage. Bon, la question du maillage, elle a toujours été présente. Je pense que les échelons communautaires, c'était toujours cette idée que c'est une constellation d'équipements qui permettent d'organiser les modes de vie. La question de l'échelle, elle se repose avec probablement, j'imagine, ces chiffres qui ne sont plus les mêmes sur ces quantifications qui ne sont plus les mêmes avec la pandémie, et peut-être en même temps une volonté d'être au plus près du citoyen, donc d'être au plus petit peut-être, mais en même temps cette nécessité d'avoir des équipements suffisamment grands que pour ne pas avoir de promiscuité. Je pense que cette question de la réversibilité dont vous avez parlé est importante. On a vu à quel point, et ça on l'a eu, je dirais pour le coup à Bruxelles, cette question d'équipements qui du jour au lendemain pratiquement ont dû être transformés, que ce soit en centre de testing, je dirais en résidence ou autre chose. Et donc, il y a certainement une question très, très intéressante qui va au-delà peut-être de celle de la polyvalence, hein, à laquelle on revient, dont vous avez parlé. Peut-être cette question intérieure versus extérieure. Donc, comme on l'a dit, on a d'une certaine manière la crise sanitaire pousse un retour vers l'extérieur, plutôt de dire que des activités qu'on s'est habitué à développer en intérieur, on a presque intérêt à les développer en extérieur, même si cette limite entre qu'est-ce qui est intérieur et extérieur n'est pas toujours, ou peut être elle aussi polyvalente, et qu'il s'agit presque d'une question climatique, on pourrait dire, par laquelle il y a des choses intéressantes. Et puis vous avez terminé peut-être avec cette question du transitoire. On n'en a pas parlé énormément, mais c'est vrai que je pense que la crise sanitaire a montré à quel point aussi certains lieux transitoires et sans affectation peut-être au départ pouvaient être utilisés, je dirais, dans ces contextes de crise. Voilà, je m'arrête peut-être là, peut-être qu'on peut passer directement aux interventions de Benoît ou Mathieu avant de vous laisser intervenir. S'il faudra revenir sur les éléments, on reviendra dessus. Enfin, moi non plus, je n'ai pas tellement de questions, Bruno, mais peut-être une réflexion pour rejoindre un élément que tu as évoqué. En fait, moi, j'étais assez intéressé par le point de vue que tu as développé sur le fait du devenir des équipements en termes de regroupement de programmes. Je trouve que c'est une réflexion assez intéressante parce qu'on peut également l'observer ici à Bruxelles sur certains programmes, notamment des programmes FEDER. Il y a un projet de réaffectation d'une ancienne halle industrielle à Bruxelles, le long du canal, autour de laquelle va s'agglomérer des programmes de crèches, d'écoles, d'accompagnement extrascolaire, etc., autour d'une grande halle qui devient une sorte d'espace public couvert. Et bon, cette idée-là où la formalisation architecturale que tu as montrée dans un schéma en 3D avec les programmes qui s'articulent autour d'une cour rejoint un peu l'idée du super équipement des grands voisins à Paris. Je pense qu'elle rejoint également un concept que Mathieu Berger et moi avons développé au cours de premier cycle de recherche qu'on a mené au Métrolab, qui était l'idée de travailler sur ce qu'on a appelé les enclaves inclusives, qui rejoint, disons, d'un point de vue un peu spatial, cette configuration autour d'un espace qui a un statut public, mais qui possède un certain degré de privacité, en fait. Parce que voilà, on doit pouvoir entrer à l'intérieur de cet espace, et à partir de cet espace, on doit pouvoir distribuer les programmes. Et donc, il y a une sorte de premier filtre, en fait, qui se joue au niveau de l'organisation spatiale de l'équipement. Donc, moi, la question que j'avais un tout petit peu, c'est, tu ne l'as pas évoqué, c'est dans ce regroupement des programmes, qu'en est-il des équipements liés à la santé, en fait, puisque, voilà, tu as évoqué un tout petit peu l'impact que voilà, la pandémie allait avoir sur la création de ces centres de testing, de vaccination, etc. Mais je dirais que la pandémie a aussi mis en avant ce rapport qu'on a, le rapport personnel à la santé. On a beaucoup parlé des hôpitaux, la saturation des grands hôpitaux, parce que là que se passe
la prise en charge, je dirais, des personnes qui sont contaminées, qui sont gravement malades, mais est-ce qu'il n'y a pas un niveau intermédiaire à trouver à l'échelle des quartiers, qu'on a vu en fait ici à Bruxelles se construire progressivement et de façon temporaire avec les centres de testing. Il y en a plusieurs à différents endroits qui se sont installés. Donc la question que j'avais serait plutôt, voilà, est-ce que tu as une réflexion particulière par rapport à une forme de revalorisation de ce type d'équipement et par rapport à cette hypothèse du regroupement, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui peut rejoindre cette préoccupation ou cette hypothèse, cette stratégie de regroupement? Voilà. Un peu une question ouverte, mais tu n'as pas du tout parlé de cette échelle intermédiaire, je dirais des maisons médicales, des centres de santé de quartier, etc. Je voulais peut-être un peu t'entendre, voir si tu avais des réflexions à ce niveau-là. Après, j'avais peut-être une deuxième réflexion, mais qui était plutôt une question, c'est sur la question, la question de l'alimentation, l'accès à une alimentation saine et durable, qui est probablement en lien avec le développement de l'hypothèse de la ville du quart d'heure. Voilà, dans la littérature, et chez Carlos Moreno, qui est un des penseurs de cette ville du quart d'heure, la ville du quart d'heure, c'est d'abord l'accès également à ces équipements de proximité, mais qui ont une vocation plutôt d'émancipation des personnes au niveau de la santé, par exemple. J'ai un peu l'impression que cette question de la ville du quart d'heure, elle peut rejoindre, à travers la question de la santé des personnes aussi, la question à l'alimentation saine, en fait. Voilà. C'est un peu deux questions, réflexions ouvertes, sans que ce soit réellement des questions très pointues, mais voilà, est-ce que tu as des réflexions par rapport à cette thématique santé, la thématique alimentaire également? Merci. Enfin, moi, je trouve ça intéressant de poursuivre la discussion sur des sujets que j'ai effleurés. Alors, j'ai effleuré la question de la santé parce que je suis pas vraiment un spécialiste. Enfin, on intervient finalement assez peu sur ces questions-là. Il y a des programmistes extrêmement spécialisés sur des questions notamment hospitalières, même si on voit poindre, nous, plutôt sur les questions d'opérations d'aménagement, la problématique des maisons de santé. Donc ça devient effectivement ce que tu soulignais sur l'échelon intermédiaire. Bon, alors, sur la question un peu macro, quand même, il y a eu des choses assez étonnantes. Il y a eu ce débat sur le nombre de lits en réanimation de la France, notamment rapporté à celle de l'Allemagne. Et effectivement, d'emblée, cette question-là, elle devient extrêmement politico-économique, quoi. Donc c'est le démantèlement de l'hôpital public versus des moyens à apporter pour pouvoir répondre à ces crises. Donc ça, c'est en creux, c'est aussi la question de l'adaptation de l'hôpital public à la gestion des pics. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a eu certes quelques hôpitaux de campagne montés par les militaires, donc là on est dans le registre vraiment du temporaire un peu agile, mais il y a eu aussi des trains, des TGV affectés pour aller amener les malades dans des hôpitaux, notamment vers l'ouest de la France, qui eux étaient très peu concernés par la pandémie. Donc c'est la question de la mobilité pour le coup à l'échelle macro qui pour le coup est mobilisée comme une solution finalement ne permettant pas d'intervenir sur la question un peu centrale qui est quand même la question de la capacité et de la taille, quoi. Donc voilà, cette question du transbahutage des malades à la grande échelle, il était quand même assez étonnant et effectivement on n'est pas là dans une solution locale, on n'est pas là dans une solution de gestion locale. Donc là on préfère presque transporter des malades plutôt que de répondre à la problématique à l'échelon local. Sur la question intermédiaire ou la question de la maison de santé, ça c'est plus généralement un sujet aussi presque, ça devient un équipement public. Les maisons de santé deviennent des équipements publics. C'est-à-dire que historiquement, la médecine de ville, c'est une médecine libérale et les médecins s'installaient dans les territoires à leur propre compte, avec leur cabinet. Et aujourd'hui, face notamment au vieillissement et aux difficultés de recrutement dans certains territoires, il y a des villes qui deviennent maîtres d'ouvrage d'équipements, donc qui payent les murs et qui doivent faire appliquer peu ou pas de loyer à des praticiens et des médecins en se disant que là, pour le coup, c'est l'équipement et pratiquement sa gratuité qui va
qui va permettre d'attirer des médecins dans ces territoires. Donc, il y a aussi cette question de l'inégalité d'équipement et notamment de nombre de praticiens par territoire. Mais derrière, il y a aussi la question du maillage qui se repose. Et donc, effectivement, comment est-ce que cette question de la santé, et peut-être à la fois sur des registres pas seulement de soins, mais de prévention ou d'anticipation, se redéploie dans les villes, ça c'est un sujet. Alors, on entend beaucoup parler d'un urbanisme favorable à la santé aujourd'hui, quelque chose que je connais mal. Est-ce qu'il y a un volet effectivement équipé là-dessus? Et pour le coup, moi, je repose la question des équipements dédiés ou pas. Est-ce que une séance de testing, est-ce qu'une séance de prévention, est-ce que, je ne sais pas moi, un coach alimentaire pour faire le pont avec la deuxième question, ça ne serait pas finalement des événements plutôt que des fonctions ou des lieux qui pourraient très bien se mettre en place dans des équipements publics déjà identifiés, comme les équipements scolaires éventuellement mutants en centralité contemporaine de quartier. Ça, c'est une vraie question et à mon avis, il y a plus de chances qu'on soit dans ce mode-là que dans la conception dédiée d'équipements dédiés à la santé. Voilà. Donc ça, je pense que c'est affaire à suivre, mais de manière générale, plus il y a d'usage dans ces équipements hybrides, mieux ils se portent et mieux ils vivent. Hein. Mais derrière, encore une fois, ça pose la question de la gestion, qui est un sujet qu'on minore beaucoup, je pense, et qui implique aussi, je pense, de nouvelles pratiques des collectivités et sur la façon dont elles conçoivent la gestion de leurs équipements. Et puis encore une fois, je pense qu'il y a des sujets à venir sur la mobilisation foncière et immobilière. À la fois parce qu'il y a des équipements qui vont perdre de leurs usagers. Alors, j'ai parlé beaucoup des écoles, mais il y a probablement des équipements qui sont aujourd'hui en décrue et qui vont fermer. Et qu'est-ce qu'on en fait? Donc ça, je pense que c'est aussi une façon de les réactiver. Et aussi parce que dans le cadre des opérations urbaines, par ailleurs, on est beaucoup quand même sur aujourd'hui de la réhabilitation. Et aussi parce que, de toute façon, on est contraint aujourd'hui sur les limitations imposées par la lutte contre l'étalement urbain, et que de fait, là, la fameuse halle que tu évoquais, je pense que ça aussi, c'est la question du bâtiment existant qui peut par ailleurs influencer le programme et les usages qu'on va y avoir. Donc, je pense que, voilà, en termes les villes nouvelles telles que se sont conçues avec des constructions neuves ou les opérations d'aménagement en étalement urbain, aujourd'hui, dans la mesure où elles sont contestées et remises en cause, vont favoriser la reproduction ou la production urbaine sur la ville existante et donc la mobilisation des bâtiments existants. Donc, pour ne pas dire des friches, mais en tout cas, voilà. Et donc, Saint-Vincent-de-Paul, c'est ça. Hein. Saint-Vincent-de-Paul, c'est un bâtiment existant et qui montre sa résilience, son adaptation extrême, puisque on est passé d'un hôpital à une école. Voilà. Et sur l'alimentation, oui, c'est un sujet aussi. Alors, moi, j'insiste sur le côté temporaire et équipé du commerce, mais les marchés forains, par exemple, ça aussi, c'est une tradition, pour le coup, très parisienne. Moi, j'en ai en bas de chez moi, mais ça rentre dans la catégorie agile, réversible et souple. Et c'est en lien, en toute logique, avec un hinterland productif. Et alors, on avait effectivement bossé à Nantes, nous, sur un très beau projet, qui était le projet de Doulongouar, qui est une ZAD, là aussi, des années 70. Il y avait des terres agricoles qui ont été expropriées, avec 4 agriculteurs qui ont été expropriés, et puis le projet ne s'est pas fait pour X ou Y raison, et il restait 4 fermes là, et puis il y a eu un projet, pour le coup, dans le cadre de l'extension extrêmement dynamique de la métropole nantaise, il y a un projet d'aménagement il y a 10 ans, où on a considéré que ces terres agricoles, maintenant on pouvait les urbaniser, mais on a conservé ces 4 fermes. Et il y a eu un projet autour de ces 4 fermes, et avec 4 fermes programmées différemment. Une ferme pour un professionnel, une ferme plutôt citoyenne, une ferme plutôt pédagogique, et puis une ferme plutôt pour des questions d'insertion. Donc là, on voit qu'il y a à la fois un maillage, il y a à la fois la remobilisation d'un patrimoine existant, et il y a la déclinaison programmatique et stratégique de 4 axes en lien avec les questions d'alimentation et de santé. Donc ça, oui, ça vient très très fort, et
on sait que ça se passe à Charleroi, mais en France, effectivement, on essaie de développer les PAT, là, les projets alimentaires de territoire, notamment sur ces questions d'autonomie et qui posent la question à la fois de la production, mais aussi de sa transformation et de sa distribution. Et donc, pour le coup, ça, c'est aussi un vrai enjeu que l'on voit poindre. Voilà. Merci beaucoup, Bruno Yvain. On va conclure cette séance. Donc, c'était vraiment très intéressant pour nous de pouvoir aboutir aussi à des aspects un peu plus opérationnels et de formalisation urbanistique à travers ce propos plus sur la programmation. Donc, on a parcouru tout un trajet depuis novembre et ces séances qui ont alterné entre des interventions de sociologues, de philosophes, d'architectes, d'urbanistes, de programmistes. Et donc, notre intention maintenant, c'est de pouvoir porter un peu tous ces apports différents, variés et riches à leur mesure dans une dernière séance qui se tiendra la semaine prochaine, toujours évidemment le mardi à 16h30, et pour laquelle nous aurons le plaisir et l'honneur d'accueillir des représentants de la politique régionale urbaine, et plus particulièrement de la politique d'équipement et d'infrastructures sociales, puisque nous aurons l'occasion d'interroger et d'interpeller aussi Justine Arzé, Tom Sanders et Miguel Van Leen, donc 3 représentants de la région de Bruxelles-Capitale, autour de la politique d'équipement de la région, et on espère pouvoir aussi non seulement bénéficier de leur perspective et de leur plan sur ces questions-là pour Bruxelles, mais aussi peut-être de pouvoir nous-mêmes les interpeller ou amener certains éclairages et nous faire un peu les porte-paroles, la mémoire de ce séminaire au niveau de ses principaux apports, et en cela pouvoir essayer de nourrir la politique régionale à partir de ces séances toutes plus intéressantes les unes que les autres. Voilà, sur ce, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette session. Nous voulions, avec Geoffrey et Benoît, vous remercier beaucoup, Bruno, pour cette séance et cette présentation extrêmement riche. Et nous espérons pouvoir garder le contact. Enfin, ce sera de toute façon le cas avec mes collègues, je pense, mais en tout cas avec le Métrolab, on espère pouvoir rester en contact avec vous pour ces prochaines semaines et prochains mois autour de ces questions évidemment très, très importantes. Merci à toutes et à tous aussi, à vous qui nous avez suivis, et à la semaine prochaine. Au revoir, merci. Et...